Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce mercredi 11 juin 2025. La PNH intensifie ses opérations dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Delma 30. À Gravine, plusieurs drones kamikazes ont explosé, faisant plusieurs dizaines de victimes. Par ailleurs, dans la commune de Keskov, les bandits continuent de terroriser les habitants de Viard. Près de 1,3 million de personnes ont été forcées de fuir les violences des gangs en Haïti pour trouver refuge ailleurs dans le pays, indique l'ONU mercredi. Cela représente une augmentation de 24% depuis décembre 2024, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Également au titre de ce mercredi, alors que le pays traverse une crise multidimensionnelle, les États-Unis prônent une approche intergouvernementale pour y répondre. Parallèlement, pendant que des responsables d'organisations régionales n'excluent pas la possibilité d'un dialogue avec les bandits, Leslie Voltaire du CPT refuse catégoriquement toute négociation avec les terroristes. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Des unités spécialisées de la police nationale poursuivent leurs opérations à Delma 30 en vue de neutraliser les bandits qui contrôlent ce quartier depuis plusieurs semaines. Accompagnés de membres de la population, les policiers ont barricadé les voies d'accès à Delma 30 afin de mieux cerner la zone. Par ailleurs, les riverains ont bloqué l'accès à Delma 32 pour soutenir les efforts visant à contrecarrer les criminels. Suivez ce reportage de Rétier Fortuné et de Guy Trichoisy. La situation est toujours tendue à Delma 30, marquée par une deuxième journée d'opération policière pour traquer les bandits. Contrairement aux informations qui circulent, aucun retour de la population n'est pour l'instant possible dans ce quartier, où des tirs nourris marquent le quotidien des citoyens des zones voisines qui s'organisent tant bien que mal. En plus des unités de la PNH déployées sur les lieux des affrontements, la présence de brigadiers s'impliquant activement dans la bataille attire également l'attention. Leader de ce mouvement de résistance, Junior Nom d'Emprunt évoque les opérations sur le terrain. Depuis hier, tout jeudi, la police a mené l'opération Delma 30. Jeudi, nous avons une bagaille et nous avons un message fort par l'État, la police, ensemble avec messieurs, vivant ensemble, qui ont le peuple en otage, qui ont terrorisé. Et si nous regardons l'autoroute Delma, si nous regardons la commune Delma, censé toute activité Delma, c'était Carrefour Aéroport, arrivé jusqu'à Delma 32, côté malheureuse, qu'on a bousqué la vie, cherché la vie quotidien pour être capable d'occuper petit tout. Jodi, si nous regardons, nous toute zone ça yo, tout net et praticable côté bandits vivant ensemble, mettez tout le monde dehors. Tandis que les policiers progressent à l'intérieur de Delma 30, les brigadiers restent à l'affût dans la rue afin de contribuer au bouclage de la zone et d'éviter une fuite des bandits. Toutefois, le chef de la résistance du quartier émet quelques réserves par rapport au déroulement des opérations. Même pas dire pas quoi la donne, même pas gain garantie la donne parce que l'État lui-même la police a fait travail ça, l'État doit rester là en permanence pour capable sécuriser peuple haïtien, pour être capable sécuriser monde Delma, pour être capable sécuriser monde Delma 30. Jodi là, n'a dit messieurs dames vivent ensemble. Bay peuple haïtien chance pour être capable évacuer ensemble avec occupation yo, activité yo. Nous gen trop sang couler malgré moi-même, moi c'est moun tout avant tout. Yo même tout yo gen moun k'ap mouri. Nous même tout n'a mouri, nous ta remé bagay sal camper, trop sang. Parallèlement à Delma 32, les brigadiers restent également sur leur garde, bloquant l'accès de cette voie à la circulation habituelle des véhicules. Pour ces citoyens, il n'est pas question de laisser le champ libre aux gangs qui voudraient infiltrer la zone à leur guise. Moi, c'est l'État qui de nous aujourd'hui là, c'est le cas du commissaire qui a venu de nous dans Delma 30, qui a fait ni peuple Delma 30 entrer, mais pas seul peuple Delma 30 a besoin d'entrer, même peuple Solino à tout. Je suis rentré, mais tout les machines à circuler, il y a activité sous Delma, jusqu'à fois pour fonctionner en fonction. Il y a des gens qui tournent dans Hollywood là.
Mais dans Delmatrat là, nous ne pouvons pas retourner. Des opérations menées simultanément dans plusieurs quartiers font naître l'espoir au sein d'une population qui en a assez de la violence. C'est dans ce contexte que le nouveau patron de l'OEA, Albert Hamdine, appelle à une négociation avec les gangs afin de mettre fin à l'insécurité en Haïti. Deuxième journée d'opération policière au niveau de Delma 30 et Delma 32, où les forces de l'ordre tentent de traquer les bandits qui occupent cette zone depuis plusieurs mois déjà. On a réussi à échanger avec quelques riverains qui nous font savoir que cette situation les a contraints de quitter la zone et il espère que cette série d'opérations des forces de l'ordre va leur permettre de retourner chez eux. Guitry Choisi et Richie Fortuné pour Télémétropole. Toujours dans ce chapitre, depuis environ une semaine, la police nationale d'Haïti mène des opérations proactives contre les gangs dans plusieurs zones, notamment à Delma et à Mortissant. À Grand Ravine, l'explosion de plusieurs drones kamikazes a causé de nombreuses victimes, selon des sources concordantes. Parallèlement, les habitants du quartier de Viard, à Kinskov, subissent les exactions des bandits. Ils lancent un appel urgent aux autorités pour une intervention rapide, craignant que la commune de Kinskov ne tombe entièrement sous le contrôle des groupes criminels. Près de 1,3 million de personnes ont été forcées de fuir les violences des gangs en Haïti pour trouver refuge ailleurs dans le pays, indique l'ONU ce mercredi. Cela représente une augmentation de 24% depuis décembre 2024, selon l'Organisation internationale pour les migrations, qui souligne que cette hausse représente le plus grand nombre de personnes déplacées par la violence jamais enregistrées dans le pays. Ces chiffres ont été publiés alors qu'une réunion est organisée ce mercredi au siège de l'ONU à New York par le Conseil économique et social des Nations Unies et la Commission de consolidation de la paix avec pour thème « Construire et pérenniser la paix en Haïti ». Les participants de la réunion ont examiné les mesures visant à consolider la paix au niveau local et à réduire la violence en Haïti, notamment grâce au rôle des femmes et des jeunes. Haïti traverse une crise multidimensionnelle marquée par une insécurité croissante, un vide politique et des débats intenses sur l'adoption ou non d'une nouvelle constitution. Les États-Unis prônent une approche intergouvernementale pour y répondre avec l'arrivée de leur nouveau chargé d'affaires, Henry Rooster, à Port-au-Prince, tandis que la possibilité de dialogue est évoquée par des dirigeants étrangers, dont le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine. De plus, l'avant-projet de constitution alimente des discussions sur l'avenir institutionnel du pays. Pour décrypter ces enjeux et apporter un éclairage, nous recevons le sociologue Frédéric Boiron. Monsieur Frédéric Boiron, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à Metro News. Merci de l'invitation. Plaisir de m'entretenir avec vous. Vous êtes sociologue et vous êtes avec nous justement pour commenter les différentes questions d'actualité en Haïti. Aujourd'hui, nous savons que la crise sécuritaire préoccupe plus d'un. Il y a plusieurs propositions qui se font pour tenter de résoudre cette crise. Certains évoquent la possibilité de dialoguer avec les gangs. C'est le cas du nouveau secrétaire général de l'OEA, M. Albert Hamdine. Le gouvernement parle également de groupes paramilitaires. Il y a aussi d'autres propositions, notamment émanant des États-Unis. Quelle est votre compréhension par rapport à tout cela? D'abord, si on s'arrête à la proposition du nouveau dirigeant, du nouveau leader de l'OEA, on doit voir là-dedans d'abord un désaveu du Conseil présidentiel de transition, puisque normalement, dans un pays qui est dirigé par des personnes compétentes et conséquentes, c'est à ces personnes-là de proposer des solutions et de demander l'appui éventuellement de d'autres organisations pour le faire. Donc, il y a ce désaveu-là. Spécifiquement sur la question de l'OEA, j'aimerais attirer votre attention sur l'article 15 de la Charte de l'OEA. Cet article 15 que je vais vous lire, si vous me permettez, dit que aucun État ou groupe d'États n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État.
Là, on parle d'Haïti. Donc, ça veut dire qu'on dit qu'aucun État membre de l'OEA n'a l'autorité d'intervenir dans les affaires intérieures d'Haïti. Et voilà. Donc, le même principe, ce principe-là de non-intervention dit que non seulement que c'est interdit d'intervenir par la force armée, mais que toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures d'Haïti est interdite aux membres de l'OEA. Maintenant, je vous dis ça aujourd'hui, depuis des années, l'OEA fait de l'ingérence dans les affaires haïtiennes. On peut penser à des épisodes où l'OEA est venue inventer des résultats d'action en 2010, mais personne ne fait ressortir cette idée qu'il y a un article dans la charte de l'OEA, une charte qui a été votée en 1948, qui dit que l'OEA n'a pas à faire d'intervention dans les affaires intérieures d'Haïti. Donc, si jamais il y avait des leaders conséquents, intelligents et compétents en Haïti, la première chose qu'ils devraient faire face à cette déclaration du dirigeant de l'OEA, c'est de lui dire que l'article 15 interdit même cette déclaration. Nous avions eu une réaction de la part du conseiller président Leslie Voltaire, mais est-ce que vous pensez que les autorités devraient officiellement écrire à l'OEA et même demander la possibilité de rectifier le tir? Est-ce que je pense qu'ils devraient le faire? Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Est-ce qu'ils ont l'habitude de le faire? Est-ce qu'ils ont les compétences pour le faire? Est-ce qu'ils ont vraiment la légitimité pour diriger le pays? C'est peut-être parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas cette légitimité-là qu'ils ne font rien. Donc, c'est pas... les déclarations des membres du CPT, c'est pas toujours des choses cohérentes. De toute façon, il y en a un qui dit A, l'autre dit B, donc c'est pas toujours intéressant. Je pense que le problème qu'on a en Haïti, c'est un véritable problème de leadership. Il n'y a personne pour défendre les intérêts du pays, les intérêts de la nation, les intérêts du peuple haïtien, et n'importe qui, n'importe où est capable de dire n'importe quoi. Et la nature est horreur du vide, donc le quitter là, et puis Mounab dit ça le blé. Mais j'aimerais quand même vous dire que ce à quoi on assiste en Haïti par rapport à cette question de gang, à l'idée même de négocier avec les gangs, il ne faut pas étonner de type de bagage. Haïti n'est pas un cas d'exception à ça. Actuellement, là, au cours de la semaine, le journal Le Temps, un journal suisse, annonçait que Benjamin Netanyahu fait une entente avec un chef de gang à Gaza, qui est Yasser Abou Sheba, qui est un chef de gang, même genre avec chef de gang que nous avons pour Port-au-Prince. Nous se faisons une entente pour les protéger, pour les armer, pour la bataille avec Hamas. Donc ça veut dire que même dans une démocratie, très considérée comme une démocratie, même dans une démocratie représentative pour Israël, il y a des chefs d'État qui prêtent à négocier avec des gangs pour remplir mission pareille, pour remplir les intérêts pareils. Donc, c'est dans la nature de l'animal. C'est comme ça que l'Occident a habitué à faire ça. Moun kap dirige la Syrie, M. Ahmed al-Shara. Ahmed al-Shara, c'était ancien dirigeant d'un groupuscule armé qui fait partie de Al-Qaïda. Ahmed al-Shara, qui est un terroriste, après que M. Fin renversé et Bachar al-Assad, Emmanuel Macron a invité à Paris. Il a rencontré le président Donald Trump lors de l'entrée en fonction du nouveau pape. Donc, c'est pour montrer que toutes ces histoires de gens qui veulent s'acoquiner avec les gangs, soi-disant pour sauver Haïti, ça fait partie des pratiques de l'Occident de travailler avec ces organisations-là. De toute façon, il n'y a rien d'étonnant parce que c'est quand même ces mêmes pays qui ont maintenu Duvalier au pouvoir alors que Duvalier gérait un gang majeur qui était les tontons Macoute. Vous avez pris des exemples de pays qui justement ont l'habitude de discuter, de négocier avec les gangs. Est-ce qu'aujourd'hui, ce cas pourrait être éventuellement applicable à Haïti? Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien qui va m'étonner en Haïti parce qu'il n'y a pas de leadership dans le pays. Le conseil présidentiel n'assume pas de leadership dans le pays. Donc, toutes les décisions sont faites ailleurs.
vous ne pouvez pas avoir un pays qui est dirigé par 7 personnes, plus 2 observateurs, etc., 9 personnes, 10 personnes, dans la situation dans laquelle le pays se trouve. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de gouvernance. C'est impossible que ça fonctionne. Moi, je l'avais dit 24 heures après que ce conseil présidentiel avait été sélectionné, j'avais dit que la probabilité que ça fonctionne est quasiment nulle. Et aujourd'hui, on est devant un fait accompli. C'est-à-dire que le conseil présidentiel est incapable d'établir la sécurité dans le pays. Et c'est parce que le conseil présidentiel est incapable d'établir la sécurité, ce qui était son mandat principal, sinon son seul mandat, qu'il y a des discussions qui se font à l'étranger pour dire comment on va négocier avec les gangs pour essayer de rétablir la sécurité. Mais je pense que s'il y a des gens avec qui il faut discuter aujourd'hui, si on dialogue qui vous fait faire, ce n'est pas avec gang qui vous fait. C'est pour le faire avec victimes, avec les gens qui sont petits, qui ont en rôle et en gang. Filles qui peuvent aujourd'hui sortir dans la rue pour ne pas violer, les gens qui ont décapité les petits, c'est avec eux pour nous parler. Ce n'est pas avec gang pour nous parler. Pas quoi que gang ça est là, des gens qui ont tué les gens pour rien, des gens qui ont violé les gens pour rien, c'est des gens que nous supposons chita sous même tabac pour nous parler, pas pour qu'on fasse ça. Et puis, en qui ça? Parler avec qui ça? Donc, ça veut dire que même gens en Syrie, on va accompagner les gangs pour qu'ils prennent le pouvoir. C'est quoi? Il faut qu'ils disent qui ça veut déclarer. Ça ne peut pas être une déclaration limitée. Il faut aller au bout de la déclaration. Dialoguer avec les gangs, pourquoi? Pour donner quoi? Quel résultat est recherché? On ne fait pas ce genre d'hypothèse sans dire quel est le résultat qui est recherché. What's the outcome, comme on dit. Alors, parlant de la communauté internationale, nous savons qu'il y a un nouveau gouvernement récemment au Canada. Vous êtes au Canada. Est-ce qu'il y a comment est la politique de ce nouveau gouvernement vis-à-vis d'Haïti? Il n'y a rien d'établi encore par rapport à Haïti. Le gouvernement, c'est un gouvernement qui est centré sur la crise avec des rapports difficiles avec le gouvernement de Donald Trump. C'est un gouvernement qui a hérité d'une économie un peu handicapée par l'arrivée de Donald Trump, qui cherche à créer des nouveaux marchés, donc qui cherche des nouvelles opportunités, qui se dirige un peu plus vers l'Europe que l'économie canadienne. 80% de l'économie canadienne se fait, des échanges commerciaux se font avec les États-Unis. Donc, il faut diversifier les marchés pour éviter d'être pris avec ce genre de politique qui est un peu complexe pour l'économie canadienne. Donc, la question haïtienne n'est pas à l'agenda. Au moment où je vous parle, la question haïtienne n'est pas à l'agenda. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas, mais vraiment, c'est loin des priorités du gouvernement actuel. Comme dernière question, M. Boiron, hormis la question sécuritaire aujourd'hui en Haïti, il y a l'avant-projet de constitution qui fait beaucoup de débats. Quelle est rapidement votre opinion par rapport à cela? Bon. Écoutez, ça n'a pas parlé de constitution, ça. Non, parce que une constitution que vous ouvrez, il y a un premier bagage pour là-dedans de parler de travaux forcés. On est en 2025. Pour nous montre une constitution et puis vous gardez là-dedans où il y a une question de travaux forcés. Mais c'est son bagage inhumain de parler de travaux forcés. Ça, c'est pour nous bagage. Deuxième bagage qui fait que nous pas même pas moins d'une constitution, au moins 3 fois. Un paquet de raisons qui fait que nous pensons que ça n'a pas mérité toute l'attention qu'on donne à ce projet. Il y a un chose qui est important pour nous garder notre constitution, c'est que nous déterminer le nombre de sénateurs pour la diaspora et nous laisser libre recours aux législateurs de déterminer le nombre de députés de la diaspora. Si le législateur décide que la mettait plus députés de la diaspora que députés qui en ont pays, ça n'a pas fait. Donc, c'est-à-dire que gagner une série de bagailles dans la Constitution, ça ne veut pas dire qu'il y a des qui vont là-dedans, mais trouver que, par exemple, l'idée de dire qu'il y a des règles pour limiter la possibilité que dans le deuxième tour, ça réduit le coût des élections. Donc, ça réduit le coût de faire opérer une démocratie représentative. Mais au-delà de ça, nous n'avons pas voté une constitution et article par article, ou voter une constitution en bloc. Je pense que chaque monde qui va regarder le projet de constitution, ça va joindre une raison
qui fait que vous pas voter pour lui. Ou bien doit faire un compromis, on dit bon, ok d'accord, c'est un travail forcé, m'a voté quand même pour la Constitution, ça, même si c'est un travail forcé, ça va pas besoin d'arriver que le mettez travail forcé. C'est un choix. Aucun doit dire, ah, c'est vrai que les législateurs doivent choisir combien de députés de la diaspora, mais probablement que pas aucun législateur qui va décider qu'il va mettre plus de députés diaspora. Mais c'est parce que nous faisons une constitution, nous faisons pour toute possibilité qui peut arriver. Si nous voyons que nous avons qui pas fait atteindre, qui peut arriver demain, dans 50 ans, dans 100 ans, il faut qu'on réfléchisse pour nous connaître si la constitution a valeur. Et pour moi, ça moi ouais comme document à ce jour, moi pas penser que la constitution ça c'est un projet qui va là. Monsieur Frédéric Boiron, merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Metro News. Avec plaisir. Merci encore. À vous également. Voilà donc l'analyse du sociologue Frédéric Boiron. Il était l'invité de Metro News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité. Merci de votre fidélité à Metro News. Alors qu'on vient d'évoquer la question du dialogue avec notre invité, il est à noter que Leslie Voltaire, membre du Conseil présidentiel de transition, rejette tout dialogue avec les gangs. Dans une déclaration publiée sur X, Leslie Voltaire a catégoriquement exclu toute possibilité de négocier avec les gangs qu'il qualifie de terroristes, en réponse aux propos tenus par le nouveau secrétaire général de l'Organisation des États américains, Albert Hamdin, concernant les initiatives à entreprendre pour résoudre la crise haïtienne. Évoquant les lourdes pertes subies, telles que policiers et soldats tués, familles déplacées, enfants contraints de dormir dans la rue, M. Voltaire a martelé que la paix ne se construit pas en pactisant avec les terroristes. Il plaide de préférence pour un avenir fondé sur la justice, la sécurité et le renforcement des institutions, appelant à une mobilisation autour de cette vision. Pour refermer la page nationale de Metro News, au total, 16 lycées de la région métropolitaine de Port-au-Prince participeront à la 2e édition du concours Génie Malta H qui se déroulera du 15 juin au 10 août 2025. Cette initiative de Malta H propose cette année un accompagnement psychologique aux élèves participants, selon Adassa Romulus Guerrier, responsable senior du projet. Ce concours s'inscrit dans une démarche de renforcement du système éducatif haïtien et représente une lueur d'espoir pour les jeunes lycéens, selon Madame Guerrier, qui précise que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle soutient pleinement cette nouvelle édition. Reportage signé Rodolphe Pierre-Louis et Guy Trichoisy. Si la première édition du concours Génie Malta H a été une réussite, la deuxième promet d'être un succès, assure la responsable senior de Malta H, Adassa Romulus Guerrier, qui présente le calendrier des équipes qui vont s'affronter pour le meilleur titre. 15 matchs, il fait avec 16 lycées dans la zone métropolitaine. Le concours a lancé 15 juin cap là, dimanche 15 juin, et l'a fini le 10 août cap là. Oui, nous avons support de ministère, alors support technique de ministère de l'Éducation nationale à NESA, et parce que c'est eux qui fournit nous des examens dans la banque d'examens et d'État que nous gagnons de 2011 à 2024, je crois. Donc, question yo puisé de banque d'examens ça. Cette année, ce concours de génie ne se voit pas uniquement comme un match qui oppose deux équipes, c'est également une institution qui encadre les jeunes écoliers. Et c'est ça que fait Malta H, prend en considération préparation mentale Timonio. Et ça sont dit plus et me penser après première session parce que là l'école de sélectionné nous pour lancer. Donc après première séance avec psychologue là, moi je viens un pile bon témoignage de Timonio qui dit que lui aider justement pour yo juste avec Timon qui en face yo, lui aider autour pour yo connaître que l'espoir tout n'est pas perdu. Plusieurs stations de télévision contribueront dans la diffusion des émissions qui seront également disponibles sur les plateformes numériques. Un autre point qui attire l'attention, mis à part les avantages pour les jeunes écoliers, le public peut aussi jouir de certains avantages dans le cadre du concours, explique le coordonnateur adjoint du projet, Sébastien Janvier. Nous avons une liste supermarket avec iMot que nous sélectionnons, qui c'est au bon prix, Big Star Market, Bon Jean Supermarket,
Supermax, chaque fois où aller dans une supermarket avec iMart, ou acheter soit une demi-caisse ou bien une caisse Malta H, ou avez un QR code qu'on scanne et vous avez une chance de gagner 20 000 gouttes. Au total, Malta H décide de près de 30, chaque semaine, a bien près de 30 gagnants à 20 000 gouttes. De son côté, souligne le directeur des affaires corporatives de la Brana, Stéphane Deschois, ce concours s'inscrit dans le cadre du renforcement du système éducatif haïtien. Cette année, le concours s'agrandit. Il devient plus inclusif, plus visible et surtout plus impactant. Nous avons renforcé nos partenariats, diversifié nos disciplines et mis en place un accompagnement pédagogique pour permettre à chaque participant de ressortir grandi, qu'il soit finaliste ou non. La deuxième édition du concours Génie Malta H a été lancée. Le concours débutera à partir du 15 juin jusqu'au 10 août 2025. Beaucoup d'avantages et beaucoup de primes sur le tapis pour les écoliers. On sait pertinemment quel est le contexte sociopolitique dans lequel évoluent les lycéens et avec ce concours, c'est comme une lueur d'espoir. Il faut dire que ce qui diffère la première édition de la deuxième édition, et la deuxième édition, c'est celle qui est lancée maintenant, c'est que les écoliers bénéficieront d'un appui psychologique et le plus important, c'est que Malta H va accompagner les écoliers non seulement durant le concours, mais également après le concours. Les gagnants bénéficieront d'un stage à la Brana. Guy Tréchoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres qui font l'essentiel de l'actualité. La PNH intensifie ses opérations dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Delma 30. À Grand Ravine, plusieurs drones kamikazes ont explosé, faisant plusieurs dizaines de victimes. Par ailleurs, de la commune de Keskov, les bandits continuent de terroriser les habitants de Viard. Près de 1,3 million de personnes ont été forcées de fuir les violences des gangs en Haïti pour trouver refuge ailleurs dans le pays, indique l'ONU ce mercredi. Cela représente une augmentation de 24% depuis décembre 2024, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Alors que le pays traverse une crise multidimensionnelle, les États-Unis prônent une approche intergouvernementale pour y répondre. Parallèlement, pendant que des responsables d'organisations régionales n'excluent pas la possibilité d'un dialogue avec les bandits, Leslie Voltaire du CPT refuse catégoriquement toute négociation avec les terroristes. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.